Le samedi 12 octobre 2024, alors que le soleil de midi réchauffait encore les rochers des montagnes du Taurus, deux touristes allemands, Hans et Ingrid Müller, quittèrent le sentier bien tracé de la voie lycienne. Ils cherchaient un endroit isolé pour se reposer, loin des autres groupes de randonneurs. Ils s'aventurèrent dans une gorge envahie par des buissons de genévriers sauvages, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la station balnéaire de Kemmer. L'air était sec et immobile, seulement troublé par le crissement du gravier sous leurs bottes et le chant des cigales. C'est alors que Hans remarqua une structure à peine visible contre la roche grise, une vieille cabane en pierre, du genre de celle que les bergers utilisaient autrefois. Le toit, fait de rondins grossièrement taillés, s'était partiellement effondré et la seule fenêtre, sans vitre, ressemblait à un trou sombre. La porte, faite de planches noircies par le temps, était entr'ouverte. Poussé par la simple curiosité, le couple s'approcha. Dès l'entrée, ils sentirent une odeur fétide, à peine perceptible, qu'ils attribuèrent à un animal mort. Ingrid resta dehors, tandis que Hans s'accroupit et pénétra dans la pénombre. Il faisait frais et humide à l'intérieur. Il fallut quelques secondes à ses yeux pour s'habituer à l'obscurité. La première chose qu'il vit fut des détritus éparpillés sur le sol en terre battue, de vieilles boîtes de conserve, des morceaux de tissu. Mais son regard se porta alors vers le coin le plus éloigné. Là, adossée au mur, était assise une silhouette. Au début, il crut qu'il s'agissait d'un mannequin abandonné par quelqu'un comme une plaisanterie macabre. La silhouette était vêtue de ce qui avait autrefois été une élégante robe de soirée en soie bleu foncé. Le tissu était pourri et couvert de moisissures, mais le style était encore reconnaissable. Lorsqu'Hans fit un pas de plus, il comprit son erreur. Ce n'était pas un mannequin, c'était un squelette humain. Les os, parfaitement blancs et propres, étaient complètement dépourvus de chair. Le crâne était légèrement incliné vers l'épaule et les orbites vides semblaient fixer le sol. Mais le plus effrayant n'était pas le squelette lui-même, mais ce qui l'entourait. Une chaîne épaisse et rouillée s'étirait de la cheville gauche à la jonction du tibia et du pied. L'autre extrémité était enfoncée dans le mur à l'aide d'un énorme anneau de fer, enfoncé entre les pierres de la maçonnerie. Les mains du squelette étaient repliées sur ses genoux, comme dans une posture d'attente soumise. Hans se figea, incapable d'émettre le moindre son. Il recula silencieusement, quitta la hutte, saisit sa femme par la main et la traîna à plusieurs mètres de là. Ce n'est qu'alors qu'il parvint à prononcer quelques mots en allemand, d'une voix étranglée. Ingrid ne comprit pas immédiatement ce qu'il avait vu, mais l'expression de son visage lui dit tout. Surmontant le tremblement de ses mains, Hans sortit son téléphone portable. Le signal était faible, mais il réussit à composer le numéro d'urgence, le 112. La conversation fut intermittente et difficile en raison de la barrière linguistique. Son anglais approximatif, mêlé d'exclamations en allemand, et l'opérateur à l'autre bout de la ligne essayait d'utiliser des phrases types pour déterminer leur emplacement à partir des données de géolocalisation. Environ 2 heures plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, les premiers secours arrivèrent sur les lieux. Une équipe de la gendarmerie locale. 2 agents armés de fusils automatiques ont d'abord bouclé la cabane sans y entrer et ont interrogé les touristes sous le choc. Ils ont agi de manière méthodique et sans émotion, leurs mouvements rodés par des années de service. Peu après, une équipe d'enquêteurs d'Antalya est arrivée par la route de montagne accidentée, comprenant des experts légistes et des inspecteurs de la brigade criminelle. Le site a été illuminé par de puissants projecteurs portables, transformant la gorge isolée en une scène surréaliste remplie de personnes vêtues de combinaisons de protection blanche. Le travail s'est poursuivi toute la nuit. Les experts légistes ont examiné minutieusement chaque centimètre carré de la cabane. Ils ont photographié les restes sous tous les angles, mesuré la longueur de la chaîne et étudié la façon dont l'anneau était fixé au mur.
L'un des experts a soigneusement prélevé plusieurs fibres préservées de la robe à l'aide d'une pince à épiler afin de les analyser plus en détail. Un autre a tamisé la poussière sur le sol en terre battue à la recherche de microparticules. Cheveux, fibres provenant des vêtements de quelqu'un d'autre, toute trace pouvant indiquer la présence d'une autre personne. Après avoir examiné le squelette sur place, l'expert médico-légal a tiré une première conclusion. Les restes appartenaient à une femme âgée de 20 à 30 ans, au moment du décès. Il était impossible de déterminer la cause du décès sur place en raison de l'absence totale de tissu mou. Cependant, le fait même que le corps ait été enchaîné ne laissait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un meurtre commis avec une cruauté particulière. Le lendemain, le 13 octobre, la direction provinciale de la sécurité d'Antalya a publié un bref communiqué officiel à la presse. Elle a fait état de la découverte de restes humains non identifiés dans une zone montagneuse. Aucun détail sur les vêtements, la chaîne ou le champ de la victime n'a été mentionné afin de ne pas semer la panique et de ne pas nuire à l'enquête. La nouvelle a été rapportée localement comme un événement mineur. Personne ne savait encore que cette macabre découverte dans une cabane de berger abandonnée serait le début de l'une des enquêtes les plus complexes et les plus confuses de l'histoire de la région, qui allait s'étendre sur plusieurs pays et révéler une sombre histoire de tromperie, d'obsession et de meurtre de sang-froid. À ce stade, l'enquête n'avait aucun indice, aucun nom de victime, aucun suspect, aucun mobile. Seul un squelette en robe de soirée, enchaîné à un mur au cœur des montagnes silencieuses de Turquie. L'enquête a débuté dans un silence absolu, dans la blancheur stérile du laboratoire médico-légal d'Antalya. Les restes, soigneusement nettoyés et disposés sur une table métallique dans l'ordre anatomique, sont devenus les seuls témoins silencieux. Une équipe dirigée par le docteur Aykan Demir, l'un des plus éminents anthropologues légistes de Turquie, s'est mise au travail. La première tâche consistait à établir un profil biologique aussi complet que possible de la victime. L'examen des os pelviens et de la structure du crâne a confirmé l'évaluation initiale. Il s'agissait d'une femme. Le degré de fusion des plaques épiphysaires des os longs et l'état de la symphyse pubienne ont permis de réduire la fourchette d'âge à 25-28 ans. Les mesures du fémur ont permis d'estimer la taille à environ 170 cm. Les traits du crâne indiquaient une origine caucasienne. Les experts ont examiné minutieusement chaque os à la recherche de signes de blessures subies au cours de la vie. Ils ont trouvé des traces d'une ancienne fracture bien cicatrisée de la clavicule gauche. Cependant, aucun signe de blessure pouvant avoir entraîné la mort, fracture du crâne, blessure par arme blanche ou impact de balle dans les os, n'a été trouvé. Cela signifiait que la cause du décès était très probablement liée à des lésions des tissus mous, à un empoisonnement ou, compte tenu des circonstances, à l'épuisement ou à la déshydratation. Parallèlement, les dents ont été examinées. Un expert dentaire a établi un odontogramme détaillé, 3 plombages composites sur les molaires supérieures et 1 sur les molaires inférieures. L'incisive avant présentait une petite ébréchure. Aucune couronne, aucun implant, ni aucun signe de traitement orthodontique complexe. Ces données ont été immédiatement transmises au Système national de recherche des personnes disparues, mais celui-ci n'a renvoyé aucun résultat. Aucune personne correspondant à ce profil dentaire n'était portée disparue en Turquie. Les généticiens ont pu extraire un profil ADN du tissu osseux, mais celui-ci n'a également correspondu à aucun enregistrement dans la base de données turque. L'enquête était dans une impasse avant même d'avoir commencé. Ils avaient un squelette, mais aucune identité. L'affaire a été baptisée « La femme en robe bleue ». Alors que la police turque s'efforçait d'établir l'identité de la victime à des milliers de kilomètres de là, dans un quartier résidentiel de Kiev,
une femme nommée Elena Petrenko vivait dans un état d'angoisse permanente depuis près d'un an. Sa fille, Margarita, une graphiste de 27 ans, avait cessé toute communication le 29 octobre 2023. Leur dernière conversation avait été brève et joyeuse. Margarita avait appelé sa mère par vidéo depuis un appartement luxueux avec vue panoramique sur la mer à Antalya, lui avait montré un énorme bouquet de roses blanches et lui avait dit qu'elle était heureuse. Elle avait déménagé en Turquie 2 semaines plus tôt pour rejoindre son fiancé, un homme d'affaires turc qu'elle avait rencontré pendant ses vacances d'été. Après cet appel, plus rien. Au début, Elena ne s'est pas inquiétée, attribuant cela à l'euphorie d'une nouvelle vie et d'une relation amoureuse. Mais lorsque 3 jours se sont écoulés et que Margarita n'avait toujours pas répondu à des dizaines de messages et d'appels, sa mère a commencé à paniquer. Le téléphone de sa fille était éteint. Elena a contacté les amis de Margarita, mais personne ne savait rien. Elle a écrit à l'homme avec lequel sa fille était partie sur les réseaux sociaux, mais son compte avait été supprimé. Une semaine plus tard, Elena Petrenko s'est rendue à la police de Kiev. Ils ont pris sa déposition et ont ouvert un dossier de personnes disparues. Mais l'enquêteur a honnêtement admis que leurs options en dehors de l'Ukraine étaient minimes. Ils ont envoyé une demande officielle à l'ambassade d'Ukraine à Ankara et à la police nationale turque par l'intermédiaire d'Interpol. Elena a elle-même appelé à plusieurs reprises l'ambassade, où on lui a poliment mais sans succès conseillé d'attendre une réponse officielle des autorités turques. Pour la police turque, il s'agissait d'une demande parmi des centaines d'autres concernant des étrangers portés disparus chaque année dans cet immense pays. La demande était standard. Un citoyen ukrainien est arrivé dans le pays à telle date, se trouverait à Antalya, mais aucune adresse précise n'était disponible. Sans information supplémentaire, l'affaire a été classée. Pendant ce temps, à Antalya, 3 semaines après la découverte du corps, les enquêteurs, ayant épuisé toutes les ressources internes, ont décidé de porter les recherches au niveau international. Le Bureau central national turc d'Interpol a préparé et envoyé une notice noire à tous les pays participants, une demande d'information sur un corps non identifié. La notice contenait toutes les informations recueillies: sexe, âge approximatif, taille, race caucasienne, dossier dentaire détaillé et profil ADN complet. Cette circulaire a été enregistrée dans la base de données du département des enquêtes criminelles de la police nationale ukrainienne à la mi-novembre. Un algorithme informatique qui compare les données des notifications avec la base de données ukrainienne des personnes disparues a trouvé une correspondance partielle dans le cas de Margarita Petrenko. L'âge, la taille et la date de disparition étaient approximativement les mêmes. L'enquêteur chargé de l'affaire Margarita a contacté Elena Petrenko et lui a posé quelques questions. Sa fille avait-elle des traits distinctifs, des fractures ou des problèmes dentaires caractéristiques? Elena s'est souvenue qu'à l'adolescence, Margarita s'était cassé la clavicule en tombant de vélo et qu'elle avait une petite ébréchure sur une dent de devant, qu'elle avait l'intention de faire réparer. C'était la première coïncidence sérieuse. L'étape décisive suivante était le test génétique. Un échantillon d'épithélium buccal a été prélevé sur Elena Petrenko pour une comparaison ADN. L'échantillon a été envoyé par courrier diplomatique à Ankara, puis à un laboratoire d'Antalya. L'attente des résultats a duré 3 semaines supplémentaires. Enfin, début décembre 2024, la réponse officielle est arrivée. La probabilité qu'Elena Petrenko soit la mère de la femme non identifiée retrouvée dans les montagnes était de 99%. Le squelette sans nom dans une robe bleue décomposée avait un nom. Il s'agissait de Margarita Petrenko. L'affaire de la femme en robe bleue a été officiellement reclassée comme le meurtre de la citoyenne ukrainienne Margarita Petrenko. L'enquête avait désormais un point de départ. L'enquête a progressé et s'est concentrée non plus sur la question « qui est la victime ?», mais sur
Comment est-elle arrivée ici? Et qui est responsable de cela? Les détectives ont d'abord rassemblé toutes les données relatives au passage frontalier de Margarita, les images de vidéosurveillance de l'aéroport et surtout, ils ont commencé à rechercher le mystérieux homme d'affaires turc qu'elle était venue rencontrer avant sa mort. L'identité de Margarita Petrenko ayant été établie, l'enquête est entrée dans une nouvelle phase, plus substantielle. Les enquêteurs devaient désormais reconstituer non seulement les dernières heures de sa vie, mais aussi la dernière année, afin de comprendre quelle série d'événements l'avait conduite dans cette cabane abandonnée dans les montagnes de Tavra. Le gros du travail d'enquête s'est alors déplacé à Kiev. 2 détectives du service des enquêtes criminelles d'Antalya sont arrivés dans la capitale ukrainienne pour coordonner leurs efforts avec la police locale et surtout pour parler aux proches de la victime. La figure centrale était la mère de Margarita, Elena Petrenko, une femme aux yeux fatigués qui refusait de croire au pire depuis 1 an. Au cours d'heures de conversation dans un bureau gris du quartier général de la police de Kiev, elle a retenu ses émotions et brossé le portrait de sa fille unique. Selon sa mère, Margarita était une enfant de la nouvelle génération, indépendante, déterminée et férue de technologie. Née et élevée à Kiev, elle était diplômée avec mention de l'Université nationale de technologie et de design, où elle avait obtenu un diplôme en graphisme. Elle ne souhaitait pas travailler pour une grande entreprise, préférant la liberté du travail indépendant. Elle comptait parmi ses clients de petites start-up, des cafés cosy et des marques de vêtements à la mode, pour lesquelles elle créait des logos et des identités visuelles. Son travail se caractérisait par des lignes épurées et le souci du détail. Elle vivait dans un petit studio meublé avec goût à Podil, travaillait dur, pratiquait le yoga et menait une vie apparemment tout à fait normale et équilibrée. Les amis de Margarita, que les enquêteurs ont également rencontrés, ont complété ce portrait. Ils la décrivaient comme une rêveuse incorrigible, une personne qui croyait en l'amour grand et cinématographique. Malgré son pragmatisme apparent et sa capacité à gérer les clients, elle restait vulnérable et romantique dans l'âme. Elle s'engageait rarement dans des relations amoureuses, disant à ses amis qu'elle attendait « l'homme de sa vie » et se plaignait souvent de la superficialité des rencontres via les applications mobiles. La vie de Margarita a basculé en juillet 2023. Après avoir économisé de l'argent grâce à un gros projet, elle a décidé de prendre 1 semaine de vacances et s'est envolée seule pour Antalya pour la première fois de sa vie. Elle a réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles luxueux du quartier de Lara, souhaitant bénéficier d'un maximum de confort et de sécurité. C'est là, dans le bar du hall de l'hôtel, qu'elle a rencontré un homme qui s'est présenté comme Altan Demir. Plus tard, dans des récits enthousiastes à ses amis à son retour, elle l'a décrit comme l'incarnation de ses rêves. Il avait environ 40 ans, était grand, élégamment vêtu, parlait un anglais parfait avec un léger accent et, selon ses propres termes, avait un charisme incroyable. Il disait être le propriétaire d'une grande entreprise de construction impliquée dans la construction de biens immobiliers de luxe le long de la côte. Toute la semaine, il l'a comblé d'attention et de luxe. Dîner dans les restaurants les plus chers, excursions sur un yacht privé et balades dans son SUV noir haut de gamme à travers les environs pittoresques. Il était attentionné, écoutait ses histoires sur son travail et ses rêves et admirait son talent. Pour Margarita, qui était habituée à son indépendance, une telle attention était enivrante. Lorsqu'elle est repartie pour Kiev, Altan est venu la chercher à l'aéroport avec un énorme bouquet d'orchidées et la promesse que ce n'était que le début de leur histoire. Et il a tenu parole. Au cours des 3 mois qui ont suivi, leur romance s'est développée à distance, mais avec une intensité incroyable. Les enquêteurs, ayant eu accès à son espace de stockage en ligne et à ses messageries instantanées, ont pu reconstituer le tableau complet de cette manipulation psychologique. Chaque journée commençait par un message de sa part.
Bonjour, ma reine, et se terminait par un appel vidéo de plusieurs heures. Il lui montrait sa villa avec piscine et vue sur les montagnes, lui envoyait des photos de documents immobiliers et de voitures de luxe, se présentant comme un homme extrêmement riche et prospère. Environ une fois toutes les 2 semaines, un coursier livrait des cadeaux à l'appartement de Margarita à Kiev. Un sac d'une célèbre marque française, une montre suisse et des bijoux coûteux. La police a ensuite vérifié ces transactions et a découvert qu'elles avaient toutes été payées avec des cartes prépayées anonymes, achetées en espèces à divers endroits à Istanbul. Il parlait constamment de l'avenir. Il lui parlait du mariage qu'ils auraient en Turquie, des enfants, de la façon dont elle pourrait décorer leur maison à son goût et, si elle le souhaitait, ouvrir son studio de design à Antalya. Lentement mais sûrement, il l'a isolée de son monde familier. Lorsque l'une de ses amies, Svetlana, a exprimé des doutes sur la véracité d'une telle histoire de conte de fées, Margarita s'est vexée et a commencé à lui donner moins de détails. Elle parlait de plus en plus avec sa mère qui, voyant sa fille si heureuse, n'osait pas lui poser de questions gênantes et se réjouissait simplement pour elle. Début octobre 2023, Altan lui a demandé sa main lors d'un appel vidéo, lui montrant à la caméra un écrin en platine contenant une énorme bague en diamant. Il lui a dit qu'il ne pouvait plus attendre et lui a demandé d'emménager avec lui dès que possible pour commencer une nouvelle vie. Margarita, complètement absorbée par cette illusion, a accepté sans hésiter. Au cours des 2 semaines suivantes, elle a vécu dans un état second. Elle a résilié son bail, informé ses clients de son départ, vendu certaines de ses affaires et confié ses objets les plus précieux à sa mère pour qu'elle les garde en sécurité. Elle a acheté un billet aller simple pour Antalya pour le 15 octobre 2023. Sa mère et ses 2 amis les plus proches l'ont accompagnée à l'aéroport de Borispil. Elle était au 7e ciel, leur montrant sans cesse sur son téléphone des photos de la villa où ils allaient vivre. Elle a promis d'appeler tous les jours. C'est la dernière fois qu'elle a été vue vivante. Après son arrivée à Antalya, elle est restée en contact avec sa mère pendant 2 semaines. Les appels étaient réguliers et elle envoyait des photos prises dans des restaurants et des clubs de plage. Ce sont les dernières informations dont disposent les enquêteurs. Sa vie, si brillante et pleine d'espoir, a été brutalement interrompue 2 semaines après son déménagement. La police avait désormais une mission précise, retrouver un homme du nom d'Altan Demir. Cependant, elle allait bientôt se rendre compte qu'un homme portant ce nom et ayant ce parcours n'avait très probablement jamais existé. Les enquêteurs d'Antalya, ayant obtenu le nom complet de la victime, ont concentré tous leurs efforts sur la recherche de l'homme connu de Margarita sous le nom d'Altan Demir. Ce nom est devenu le point de départ, la clé qui, espérait-il, leur permettrait de résoudre le crime. Cependant, leur première tentative s'est soldée par un échec total. Le nom Altan Demir a été recherché dans toutes les bases de données gouvernementales disponibles, le registre national de la population, le service des impôts, le registre des personnes morales et la base de données des propriétaires immobiliers et automobiles. Les résultats étaient décourageants. Plusieurs dizaines d'hommes portant ce nom vivaient en Turquie. Pourtant, aucun d'entre eux ne correspondait à la description de l'âge, n'avait de lien avec le secteur de la construction à Antalya ou ne possédait la fortune décrite par le suspect. Il est devenu évident que Margarita Petrenko avait été victime d'une personne utilisant un faux nom. L'enquête s'est alors orientée vers les traces numériques et financières. Des experts techniques ont examiné les données de l'ordinateur portable et du téléphone de Margarita, qui avait été laissé chez sa mère à Kiev. Ils ont découvert l'historique des transactions relatives à des cadeaux envoyés par Altan. Il s'agissait d'achats effectués dans des boutiques en ligne de marques de luxe. Les enquêteurs ont envoyé des demandes officielles à ces magasins et ont obtenu des informations sur les modes de paiement utilisés.
Comme prévu, les achats avaient été réglés avec des cartes prépayées virtuelles qui ne nécessitent pas l'identification du titulaire. Cependant, la police a réussi à retracer les adresses IP à partir desquelles les transactions avaient été effectuées. Toutes menaient à des points d'accès Wi-Fi publics situés dans de grands centres commerciaux à Istanbul, à des centaines de kilomètres d'Antalya. C'était le premier élément important. Le suspect opérait non seulement à Antalya, mais aussi à Istanbul, et faisait de sérieux efforts pour rester anonyme. L'étape suivante consistait à examiner l'arrivée de Margarita en Turquie. Les enquêteurs ont demandé et obtenu la liste des passagers du vol Kiev-Antalya du 15 octobre 2023, ainsi que des heures d'images provenant de toutes les caméras de vidéosurveillance du terminal international de l'aéroport d'Antalya. 2 analystes ont passé 3 jours à examiner les images vidéo. Finalement, leurs recherches ont abouti. Sur l'enregistrement de la caméra située au-dessus de la zone des arrivées, ils ont vu Margarita pousser son chariot avec 2 grandes valises. Quelques secondes plus tard, un homme s'est approché d'elle. Son apparence correspondait à la description. Grand, environ 40 ans, bien bâti, vêtu d'un costume coûteux. Il a pris Margarita dans ses bras et a pris son chariot. Les caméras situées à la sortie du terminal et dans le parking ont filmé le couple montant dans un SUV noir, dernier modèle. La qualité de l'image ne permettait pas de distinguer clairement le numéro d'immatriculation. Cependant, 3 chiffres et 2 lettres du code régional étaient visibles. 07, le code de la province d'Antalya. Ce fragment de la plaque d'immatriculation est devenu la principale piste. Une vérification à grande échelle a été lancée sur tous les SUV noirs de cette marque immatriculée ou loués dans la province d'Antalya à la date indiquée. Le travail était titanesque, mais après 1 semaine, il a porté ses fruits. L'une des voitures, appartenant à une grande société internationale de location de voitures, avait une plaque d'immatriculation similaire et avait été louée pour 3 mois, de septembre à décembre 2023. Les détectives se sont immédiatement rendus au bureau de la société de location. Le directeur leur a fourni une copie du contrat de location. La voiture avait été louée au nom de Murat Yilmaz. Des copies de son passeport et de son permis de conduire étaient jointes au contrat. La photo sur les documents correspondait à l'homme qui avait rencontré Margarita à l'aéroport. Mais la joie des enquêteurs fut de courte durée. Une vérification du nom Murat Yilmaz dans les bases de données a révélé que les documents étaient faux. Plus précisément, il s'agissait de copies de haute qualité des documents du vrai Murat Yilmaz, un modeste enseignant de la ville de Trabzon, qui n'était jamais allé à Antalya et n'avait jamais loué de voiture de luxe. Ces documents avaient été perdus 1 an plus tôt. L'adresse indiquée sur le contrat de location s'est avérée être celle d'un hôtel en construction. Le numéro de téléphone était enregistré sur une carte SIM anonyme et n'était plus en service à la fin du mois de décembre 2023. Le suspect était un professionnel dans l'art de brouiller les pistes. Le seul indice était l'appartement d'où Margarita avait passé son dernier appel vidéo à sa mère. Elena Petrenko a fourni aux enquêteurs une capture d'écran de la conversation. En arrière-plan, on pouvait voir une baie vitrée avec vue sur la mer et une partie d'un immeuble voisin. Des experts en analyse d'images judiciaires, en collaboration avec des agents immobiliers d'Antalya, se sont attelés à la tâche difficile d'identifier l'emplacement. Ils ont analysé l'angle des rayons du soleil pour déterminer l'orientation du bâtiment, étudier le littoral et les caractéristiques architecturales des bâtiments visibles. Après plusieurs jours, la recherche s'est réduite à 3 complexes résidentiels de luxe dans le prestigieux quartier de Konyaaltı. Les détectives se sont rendus dans les 3 complexes et ont montré aux concierges et aux agents de sécurité une photo du suspect, obtenue à partir d'une copie d'un faux passeport. Dans le dernier immeuble, Panorama Residence, le portier de nuit a reconnu l'homme. Il a confirmé que l'homme qui s'était présenté sous le nom de Murat
avait loué un penthouse au 35e étage pour un mois, de mi-octobre à mi-novembre 2023. Le bail avait été conclu par l'intermédiaire d'un agent immobilier privé et payé en espèces le jour de l'emménagement. L'appartement a été immédiatement mis sous scellé et soumis à un examen médico-légal approfondi. Près d'un an s'est écoulé depuis et pendant cette période, l'appartement a eu de nombreux locataires. L'examen initial, effectué selon les méthodes habituelles, n'a donné aucun résultat. L'appartement était impeccable. Cependant, une équipe spéciale d'experts a été appelée pour mener une analyse approfondie. Ils ont utilisé les technologies les plus modernes, notamment le traitement des surfaces avec des réactifs chimiques, afin de révéler les traces de sang et de fluides biologiques qui auraient pu être effacés. Ces recherches se sont également révélées infructueuses. L'enquête semblait une fois de plus dans une impasse, mais l'un des criminologues les plus expérimentés du groupe a suggéré de vérifier les siphons et les tuyaux d'évacuation dans la salle de bain. Des plombiers ont soigneusement démonté le système d'évacuation sous la cabine de douche. À l'intérieur, dans une couche de savon et de saleté accumulée au fil des ans, parmi d'autres débris, l'expert a trouvé plusieurs longs cheveux foncés. Ils ont été envoyés au laboratoire pour analyse ADN. 2 jours plus tard, les résultats sont tombés. Certains des cheveux appartenaient à Margarita Petrenko, mais l'un d'entre eux appartenait à un homme inconnu. Son profil ADN ne correspondait à aucun de ceux enregistrés dans la base de données nationale turque. Il s'agissait néanmoins d'une avancée considérable. L'enquête disposait désormais de matériel biologique provenant du tueur insaisissable. Elle avait son ADN, son image provenant des caméras de surveillance et une compréhension claire de ses méthodes. Le fantôme commençait à prendre forme. Il ne restait plus qu'à trouver un nom correspondant à ce code génétique. Avec une photo du suspect, son ADN et une image claire de ses méthodes, l'équipe d'enquêteurs d'Antalya se trouvait à la croisée des chemins. Aucune piste directe ne permettait de remonter jusqu'à sa véritable identité. Toutes les traces qu'il avait laissées menaient à de faux noms et à des contacts jetables. Après plusieurs réunions avec le parquet, une décision risquée mais nécessaire a été prise: rendre l'enquête publique. Le matin du 28 décembre 2024, une conférence de presse a été organisée au siège de la police d'Antalya. Le chef du service des homicides, le commissaire Ibrahim Aksoy, s'est présenté devant des dizaines de caméras de télévision et de journalistes. Sa déclaration était sèche et mesurée. Il a annoncé que dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de la citoyenne ukrainienne Margarita Petrenko, dont le corps avait été retrouvé en octobre, un homme dont la photo allait être diffusée était recherché. Aksoy a souligné que cet homme présentait un intérêt particulier pour l'enquête et qu'il pouvait utiliser divers pseudonymes, notamment Altan Demir et Murat Yilmaz. Il a exhorté les citoyens qui auraient vu cet homme ou qui auraient des informations sur sa localisation ou sa véritable identité à contacter immédiatement la police via une ligne d'urgence dédiée. À ce moment-là, une image nette du visage du suspect, tirée d'une copie d'un faux permis de conduire, est apparue sur les grands écrans derrière lui. L'effet fut immédiat. En quelques heures, la photo était diffusée par toutes les agences de presse turques, les journaux télévisés du soir, les sites web des journaux et des millions de comptes sur les réseaux sociaux. La police se prépara à un afflux d'appels. Une équipe spéciale fut mise en place pour recevoir et traiter les informations. Comme prévu, des milliers d'appels inondèrent la hotline au cours des premiers jours. Les enquêteurs travaillèrent sans relâche, vérifiant chaque signalement. 99% des informations se sont avérées inutiles. Les gens avaient identifié à tort leurs voisins, leurs ex-maris ou des passants au hasard comme étant le suspect. Mais les enquêteurs ont méthodiquement examiné chaque piste, sachant que même dans ce flot d'informations, il pouvait y avoir un grain de vérité. Parallèlement à l'appel à témoins, les autorités turques ont renforcé leur coopération internationale. Sur la base des informations recueillies,
Le Bureau national d'Interpol à Ankara a émis une notice bleue. Contrairement à une notice rouge, qui est une demande d'arrestation, une notice bleue est une demande internationale d'informations supplémentaires sur l'identité, la localisation ou les activités criminelles d'une personne recherchée dans le cadre d'une enquête. La notice, contenant une photo du suspect, son profil ADN, ses empreintes digitales relevées sur le volant d'une voiture de location et une description détaillée de son mode opératoire, a été envoyée à l'ensemble des 195 pays membres d'Interpol. La recherche était désormais à l'échelle mondiale. La percée n'est pas venue du public, mais du travail d'analyse minutieux mené au sein même de la police. L'un des analystes de l'équipe d'enquête à Antalya a été chargé de rechercher dans les bases de données de la police non pas une personne, mais une méthode. Il a créé une requête de recherche sur les affaires non résolues et les signalements de fraude au cours des 5 dernières années dans toute la Turquie, en utilisant des paramètres clés: victimes, citoyens étrangers, suspects, hommes se faisant passer pour un riche homme d'affaires, stratagème, romance éclair avec promesse de mariage suivie d'une fraude financière. Quelques jours plus tard, le système a trouvé une correspondance. Une plainte pour fraude avait été déposée 2 ans auparavant dans la ville d'Izmir par une citoyenne russe. La femme affirmait qu'un homme se présentant comme Serkan Atasoy, propriétaire d'une société d'exportation, avait gagné sa confiance, entamé une relation amoureuse et, sous prétexte d'un besoin urgent d'investir dans une affaire lucrative, l'avait escroqué de l'équivalent de 50 000 € avant de disparaître sans laisser de traces. Une photographie prise par la victime pendant leurs vacances ensemble était jointe à la déclaration. Le même visage regardait les enquêteurs sur la photo. Une réponse est rapidement parvenue par les canaux d'Interpol. La police chypriote a signalé qu'un crime similaire lui avait été signalé environ 1 an et demi auparavant. La victime était une citoyenne polonaise qui avait perdu toutes ses économies. Le suspect, dont l'apparence et les méthodes correspondaient parfaitement aux informations contenues dans la notice bleue, utilisait alors le nom d'Ozan Efe. L'enquête a atteint un nouveau niveau. Il est apparu clairement que le meurtre de Margarita Petrenko n'était pas un crime isolé. Il s'agissait d'une escalade, le terrible dénouement des agissements d'un prédateur en série qui avait perfectionné ses techniques de manipulation pendant de nombreuses années. Les enquêteurs ont contacté les victimes à Izmir et à Chypre. Leurs témoignages ont été précieux. Les 2 femmes, indépendamment l'une de l'autre, l'ont décrit comme un manipulateur extrêmement persuasif et charmant. Il était patient et attentif aux détails, mémorisant les moindres détails de leur vie afin de créer un sentiment de profonde connexion émotionnelle. Il ne précipitait jamais les choses, laissant la victime gagner toute sa confiance. Il affichait des signes de richesse, mais toujours avec des involtures, comme par hasard. Une montre de luxe, offerte par un partenaire à Dubaï, un coup de fil imprévu au cours duquel il évoquait l'achat d'un terrain en bord de mer. C'était un maître dans l'art de créer des illusions. Les 2 femmes ont également mentionné le même trait physique, impossible à voir sur les photos officielles, une petite cicatrice fine au-dessus du sourcil droit. La police disposait désormais non seulement d'une série d'indices, mais aussi d'un profil psychologique et comportemental complet. Elle n'avait pas affaire à un meurtrier ordinaire, mais à un prédateur froid, calculateur et extrêmement dangereux qui, de l'avis général, avait franchi la ligne rouge. La question principale à laquelle l'enquête était désormais confrontée était effrayante. Pourquoi avait-il changé son scénario habituel ? Pourquoi Margarita, contrairement aux autres, avait-elle payé sa confiance de sa vie plutôt que de son argent ? En rassemblant des informations sur 3 épisodes de fraude documentés en Turquie et à Chypre, les enquêteurs ont acquis une compréhension claire de la psychologie et des méthodes de leur adversaire.
Ils avaient affaire à un prédateur qui opérait selon un scénario bien rodé, changeant de nom et de ville avec la même facilité que d'autres changent de vêtements. Cependant, sa véritable identité restait un mystère. Comme c'est souvent le cas dans les affaires internationales complexes, la clé pour résoudre l'affaire résidait dans les données biométriques, les empreintes digitales et les profils ADN. Ces signatures biologiques uniques ont été transmises par Interpol à tous les services de police du monde entier avec une demande de vérification dans les bases de données nationales. Les réponses ont commencé à arriver au bout de quelques semaines. France, Italie, Espagne, Russie, Ukraine, toutes négatives. Les empreintes digitales et l'ADN du suspect n'apparaissaient pas dans leur casier judiciaire. Cela signifiait soit qu'il n'avait jamais été arrêté dans ces pays, soit que ses crimes antérieurs n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la collecte de données biométriques. L'attente s'éternisait et la tension montait au sein de l'équipe d'enquête. La percée est survenue fin janvier 2025, provenant d'une source inattendue. La réponse est venue de l'Office fédéral allemand de police criminelle, le Bundeskriminalamt. Le système de reconnaissance automatique des empreintes digitales a trouvé une correspondance parfaite. Les empreintes digitales prises sur le volant d'un SUV loué à Antalya appartenaient à un homme qui avait été arrêté à Berlin 5 ans plus tôt. Cet homme était impliqué dans une affaire concernant un petit groupe criminel spécialisé dans la fabrication et la vente de faux documents. Il avait été arrêté lors d'un achat test alors qu'il tentait de vendre un faux permis de conduire belge. Lors de son arrestation, ses empreintes digitales avaient été relevées et une photo avait été prise pour le dossier de police. Selon les registres allemands, il s'appelait Hakan Zengin. Il était de nationalité turque. Pour son crime, il avait été condamné à 18 mois de prison, avait purgé sa peine à la prison de Moabit et avait été expulsé vers son pays d'origine, la Turquie, après sa libération. C'était le fil conducteur auquel l'enquête s'accrochait désespérément. Les collègues allemands ont remis à la Turquie tous les documents dont ils disposaient sur l'affaire Hakan Zengin, y compris sa date et son lieu de naissance, la ville de Konya, en 1980. Le fantôme sans visage avait désormais un vrai nom. Les enquêteurs ont immédiatement vérifié le nom de Hakan Zengin dans toutes les bases de données turques. L'image qui en ressortait était très différente de celle d'un brillant millionnaire. Hakan Zengin a grandi dans une famille pauvre de la banlieue de Konya. Dès son plus jeune âge, il a eu des démêlés avec la justice, plusieurs arrestations pour petits larcins et une condamnation avec sursis pour fraude à la carte de crédit. Il n'a jamais possédé d'entreprise légitime, n'avait aucun bien immobilier à part une part dans la maison de ses parents et déménageait constamment. C'était un criminel professionnel, un petit escroc qui s'était finalement tourné vers des proies plus importantes, découvrant qu'il était beaucoup plus rentable et plus sûr d'escroquer des femmes étrangères, seules et crédules. Une fois son identité établie, l'enquête est revenue à la question principale. Le mobile du meurtre. Pourquoi Hakan Zengin, un escroc expérimenté dont le principal outil était la persuasion et non la violence, aurait-il besoin de tuer Margarita? La réponse, comme il s'est avéré, se trouvait depuis le début dans les archives numériques de la victime. Les enquêteurs ont demandé à la mère de Margarita un nouvel accès plus complet à son espace de stockage cloud. Des experts techniques ont commencé à passer méthodiquement au crible tous les fichiers et dossiers, y compris les répertoires cachés et protégés par mot de passe. Dans l'un de ces dossiers, intitulé « Documents de mariage », ils ont trouvé quelque chose qui a tout changé. Le dossier contenait des scans de haute qualité d'un faux passeport au nom d'Altan Demir, que Hakan avait envoyé à Margarita à sa demande, soi-disant pour remplir les formalités administratives nécessaires à leur mariage. Mais à côté de ces scans se trouvaient d'autres fichiers, des captures d'écran prises par Margarita elle-même,
En tant que graphiste professionnelle dotée d'un œil averti, elle avait remarqué quelque chose qui aurait échappé à l'attention d'une personne lambda. Sur les captures d'écran, elle a agrandi certaines parties du passeport. Elle a entouré en rouge des défauts microscopiques, un léger décalage d'une ligne de texte par rapport aux armoiries de l'État, une légère différence dans le crénage, l'espace entre les lettres, de son prénom et de son nom, et un étrange motif moiré sur l'autocollant holographique. À côté, se trouvait un document texte contenant l'historique de ses recherches des derniers jours de sa vie. Police de caractère dans les passeports turcs, degré de protection des passeports turcs, comment distinguer un faux passeport? Margarita Petrenko avait tout compris. Elle avait découvert sa supercherie. L'enquête a reconstitué les événements de fin octobre 2023 avec une clarté terrifiante. Margarita n'a probablement pas fait de scène. Elle l'a sans doute confronté directement, sans agressivité, lui présentant ses découvertes et lui demandant des explications. Pour Hakan Zengin, c'était un désastre. Son monde soigneusement construit s'est effondré en un instant. C'est une chose pour une femme trompée de rentrer chez elle en larmes, mais c'en est une autre pour un fraudeur démasqué dont la victime détient des preuves irréfutables de son crime. Si Margarita était allée voir la police, sa vraie photo aurait été associée au pseudonyme Altan Demir et envoyée à tous les services de police. Cela aurait signifié la fin de sa carrière. Il n'aurait plus pu tromper des femmes en montrant son visage. Il était acculé. Le meurtre n'était pas prémédité, c'était une improvisation désespérée. Il ne pouvait pas la tuer dans un appartement chic sans laisser de traces. Il devait la faire sortir de là. Il l'a trompée ou forcée à monter dans sa voiture et l'a conduite dans les montagnes, dans un endroit qu'il connaissait probablement depuis son enfance ou qu'il avait repéré à l'avance comme cachette en cas d'urgence. Une vieille cabane de berger est devenue la prison et la tombe de Margarita. La mise en scène macabre, la robe de soirée, la chaîne, était le dernier acte de son pouvoir sur elle, une punition cruelle et symbolique pour avoir osé le dénoncer. Il l'a laissé mourir d'une mort lente et douloureuse, convaincu que son corps ne serait jamais retrouvé dans cet endroit isolé. La police avait désormais tout, le nom du tueur, son ADN, ses empreintes digitales et un mobile clair. Il ne restait plus qu'une chose à faire, trouver et arrêter Hakan Zengin. L'identité du meurtrier de Margarita Petrenko ayant été établie, l'enquête est entrée dans sa phase finale et la plus intense, la chasse à l'homme. Un mandat d'arrêt contre Hakan Zengin pour meurtre avec préméditation fut immédiatement délivré. Sa photo, accompagnée cette fois de son vrai nom, fut à nouveau diffusée à tous les médias, mais avec la mention « dangereux », recherché pour meurtre. Des équipes spéciales furent envoyées à toutes les adresses connues de Zengin. Une équipe fouilla la modeste maison de ses parents à Konya. Le couple âgé affirmait ne pas avoir vu son fils depuis plus de 2 ans et n'avoir aucun contact avec lui. Une autre équipe a fait irruption dans un appartement bon marché, loué dans une banlieue ouvrière d'Istanbul, qu'il utilisait comme base. L'appartement était vide. À en juger par la couche de poussière et l'absence de nourriture fraîche, il était parti plusieurs mois auparavant, bien avant que la police ne se lance à sa poursuite. Hakan Zengin, comme tout criminel expérimenté, n'avait pas de domicile fixe et était prêt à disparaître à tout moment. Réalisant que leur cible était un maître de la conspiration, les enquêteurs se sont concentrés sur le suivi de ses traces numériques et financières, désormais liées à son vrai nom. Une analyse de ses comptes bancaires a révélé qu'il menait une double vie. Il créait l'illusion d'une richesse incommensurable pour ses victimes, tout en vivant de manière extrêmement frugale, utilisant de petites sommes d'argent qu'il retirait à divers distributeurs automatiques à travers le pays. La police a retracé ses déplacements au cours de l'année écoulée à partir des retraits d'argent liquide et des signaux ping émis par les téléphones portables jetables qu'il activait périodiquement. Un itinéraire clair s'est dégagé. Après le meurtre de Margarita, il s'est caché à Istanbul,
Puis, lorsque sa photo a été publiée dans la presse en tant que personne recherchée dans le cadre de l'enquête, il a commencé à se diriger vers l'Est, en direction de la frontière iranienne. Il a compris que son identité serait bientôt révélée et s'est préparé à quitter le pays. Une fois de plus, l'aide du public a joué un rôle décisif. Après la diffusion à la télévision d'un reportage montrant la photo et le vrai nom de Zengin, le chauffeur d'un bus interurbain reliant Ankara à Van a appelé la police. Il a reconnu le criminel recherché comme étant un passager discret qui avait pris son bus 3 jours plus tôt. Le chauffeur se souvenait bien de lui, car il avait payé avec un gros billet, semblait très nerveux et avait gardé les yeux fixés sur la fenêtre pendant tout le trajet, comme s'il craignait d'être suivi. Ces informations ont permis de réduire la zone de recherche à la province de Van, une vaste région montagneuse à la frontière avec l'Iran, connue pour ses routes de contrebande. Toutes les unités de police et de gendarmerie de la région ont été mises en alerte. Des contrôles massifs ont été effectués dans les petits hôtels, les pensions et les auberges. Les services de renseignement ont repéré l'activation d'un nouveau téléphone jetable dans la région de Dogu Bayazit, située au pied du mont Ararat, à quelques kilomètres de la frontière. Tôt le matin, 1 heure avant l'aube, des forces spéciales de police ont encerclé un petit motel délabré à la périphérie de la ville. Agissant rapidement et silencieusement, elles ont enfoncé la porte d'une chambre au 2e étage. Hakan Zengin a été pris par surprise. Il n'a opposé aucune résistance. Tout son glamour et son charisme ont disparu sans laisser de traces. Assis sur le lit devant les policiers, se trouvait un homme de 45 ans, émacié, le regard vide. Un sac à dos a été trouvé dans la chambre, contenant des liasses de billets de différentes devises, plusieurs faux passeports récents avec sa photo, mais des noms différents, et un ordinateur portable. Une fouille de l'ordinateur portable a révélé qu'il avait déjà choisi sa prochaine victime, une infirmière norvégienne avec laquelle il correspondait activement sous le couvert d'un ingénieur suédois. Lors de son interrogatoire, Hakan Zengin s'est comporté calmement, niant toute implication dans le meurtre. Il a admis la fraude, la présentant comme des cadeaux volontaires de femmes qui étaient amoureuses de lui, mais a affirmé avoir laissé Margarita en vie et en bonne santé à Antalya. Cependant, les preuves recueillies étaient irréfutables. Le procès s'est déroulé devant la cour d'assises d'Antalya et a duré 4 mois. L'accusation a présenté méthodiquement toutes les preuves. La correspondance entre l'ADN trouvé dans la cabane et celui de Zengin, ses empreintes digitales dans la voiture louée, les déclarations des témoins qui l'ont identifié, les images de vidéosurveillance et, enfin, la correspondance et les fichiers trouvés dans l'ordinateur portable de Margarita, prouvant qu'elle l'avait dénoncé. Les femmes qui l'avaient trompé à Izmir et à Chypre ont également témoigné à charge, leur récit brossant un portrait clair du prévenu comme un prédateur en série. Le tribunal a reconnu Hakan Zengin coupable de meurtre avec préméditation et cruauté particulière, ainsi que de fraude à grande échelle et de falsification de documents. Le tribunal l'a condamné à la peine maximale prévue par la loi turque, la réclusion à perpétuité dans une prison de haute sécurité sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire a été largement médiatisée en Turquie et en Ukraine, devenant un exemple tragique des dangers qui se cachent derrière le façade idyllique des rencontres en ligne. La mère de Margarita, Elena Petrenko, a assisté à toutes les audiences du tribunal. Après l'annonce du verdict, elle n'a pas fait de commentaires détaillés à la presse, déclarant seulement que justice avait été rendue, mais que cela ne ramènerait jamais sa fille. L'histoire de Margarita Petrenko, qui avait commencé comme un conte de fées, fait d'amour et de luxe, s'est terminée dans une salle d'audience, ne laissant derrière elle qu'un souvenir amer de la facilité avec laquelle un rêve peut se transformer en cauchemar et un squelette en robe de soirée, enchaîné à un mur dans les montagnes silencieuses de Turquie.